Aujourd'hui à Portail Sciences, on retourne dans le passé. Il y a plusieurs disciplines scientifiques qui nous permettent de revenir dans le temps. Par exemple, quand on étudie l'être humain depuis la préhistoire en faisant la recherche de vestiges comme des ossements, des poteries, des armes ou des empreintes, on fait de l'archéologie. Quand on étudie les fossiles des vivants du passé et leur évolution, on fait de la paléontologie. Quand on essaie de reconstituer l'histoire des relations entre l'homme et l'animal, on fait de l'archéozoologie. Et il y a plein d'autres branches et sciences archéologiques qui étudient le passé. Grâce à ça, on peut mieux comprendre ce qui est venu avant nous et quand on comprend le passé, on peut mieux entrevoir l'avenir. Mais avant de retourner dans le passé, on va voir ce qui se passe au présent. Voici vos actualités scientifiques de la semaine. Des chercheurs de l'Université de la Géorgie et du Centre d'analyse et de synthèse écologique ont réussi à évaluer la quantité de plastique dans nos océans. Leur étude récente démontre qu'entre 4,8 et 12,7 millions de tonnes métriques de déchets de plastique est entré dans l'océan en 2010 et que le problème s'intensifierait à raison de 8 millions de tonnes supplémentaires à chaque année. Ce plastique proviendrait principalement de gens vivant à moins de 50 km des côtes. Cette année-là, un total de 275 millions de tonnes métriques de déchets de plastique s'est retrouvé dans l'océan, généré par 192 pays au bord des côtes. Selon les chercheurs, il est estimé qu'un Américain moyen produit environ 5 livres de déchets par jour, dont 13 % de cette quantité est du plastique. Selon une étude réalisée par une équipe de chercheurs de l'Université de médecine vétérinaire de Vienne en Autriche, les chiens seraient capables de distinguer les émotions ressenties par les humains. Ils pourraient en effet faire la différence entre un visage heureux ou en colère. D'après les auteurs de l'étude, aucune recherche n'avait jusqu'à présent démontré de façon convaincante que les animaux sont capables de différencier différentes émotions exprimées par un être d'une autre espèce. L'aptitude des chiens à distinguer les émotions a été testée au cours de 4 types d'expériences en montrant des photos de différentes sections du visage humain. D'après les chercheurs, les chiens ont été en mesure de sélectionner un visage souriant ou en colère beaucoup plus souvent que prévu. Les scientifiques estiment que les chiens ont utilisé leurs souvenirs de vrais visages humains pour accomplir les tests. La rougeole, une infection virale qui est en baisse marquée depuis quelques années, est réapparue depuis quelques mois aux États-Unis et depuis quelques jours au Canada. Ce retour de la rougeole concorde avec la tendance de certains parents de refuser de faire vacciner leurs enfants. 10 cas de rougeole ont été confirmés ce mois-ci au Québec. La rougeole est caractérisée par des éruptions cutanées, de la fièvre et une fatigue persistante. Elle est extrêmement contagieuse. Le virus peut en effet survivre dans l'air pendant quelques heures. Partager un espace avec une personne infectée contagieuse durant une courte période de temps peut suffire à être infecté et à contracter la maladie. Les spécialistes de la santé affirment que la vaccination est le meilleur moyen de se protéger contre la rougeole. Ce vaccin est gratuit. Le mot fossile vient du latin creuser, parce qu'on s'en doute, les fossiles se cachent dans le sol. En fait, les fossiles, ce sont des traces ou des restes d'êtres vivants qui ont été préservés dans les minéraux. On dit que ce sont des restes minéralisés. On peut trouver des fossiles surtout dans les roches sédimentaires parce que les restes d'un être vivant ont pu rester coincés dans l'accumulation des sédiments qui se sont déposés couche par couche au fil du temps.
D'ailleurs, les paléontologues travaillent souvent en collaboration avec des géologues pour qu'ils puissent les aider à identifier les endroits où trouver les fossiles. Quand les lieux de recherche sont repérés, les paléontologues vont devoir noter la nature de chaque roche et l'emplacement de chaque découverte. Selon le type de roche, il faudra employer différentes techniques pour dégager le fossile et il faut procéder avec beaucoup de minutie, évidemment. Et ce qu'il y a de plus fascinant, c'est qu'on continue encore aujourd'hui de découvrir des éléments qu'on ne connaissait pas sur le passé de notre planète. On connaît aujourd'hui plus de 650 espèces de dinosaures et il en reste plein d'autres à découvrir. Et c'est pas seulement des dinosaures qu'on découvre. On peut découvrir toutes sortes d'organismes, de plantes et d'animaux préhistoriques. Par exemple, les paléontologues d'un peu partout dans le monde ont répertorié plus de 130 mammifères seulement en 2014. Comme quoi? Sur la côte ouest de Madagascar, les paléontologues ont récemment découvert le crâne du Vitana certici, un mammifère qui ressemblait à une grosse marmotte géante qui aurait vécu il y a environ 66 millions d'années. Un autre exemple qui date de l'été dernier, les paléontologues ont complété l'étude des ossements d'un mammifère inconnu jusque-là, trouvé dans l'Ouest canadien. C'est un parent du hérisson, mais 2 à 3 fois plus petit. En fait, il mesurait environ 5 cm, gros comme un pouce humain. Les scientifiques l'ont appelé Sylvacola acares, ce qui veut dire petit habitant de la forêt. Mais là, avec toutes ces découvertes, ça me donne envie d'aller fouiller un peu. Bonjour, Dr. Nad. Bonjour Myriam. Pourquoi les gants? La radioactivité. Quoi? Oh, tu sais Myriam, on est tous un peu radioactifs, hein? Ouais, mais vous faites quoi, là? Ah, ça c'est pour dater mon clone quand il va revenir de sa mission dans l'espace. Comment ça fonctionne? Le carbone est un atome présent partout dans le corps humain et dans toutes les molécules organiques. Le carbone 14 est un type de carbone naturellement radioactif. Il s'agit d'une variante du carbone normal qui se désintègre en une forme plus courante et plus stable de carbone appelée le carbone 12. Cette désintégration s'accompagne d'une émission de particules de lumière. C'est pourquoi les composés radioactifs sont souvent représentés par quelque chose qui brille dans le noir. Le carbone 14, malgré qu'il soit radioactif, reste du carbone. Il est donc naturellement présent dans tous les tissus biologiques, incluant le corps des humains et des animaux. Aussi longtemps qu'un organisme est vivant, la quantité de carbone 14 qu'il contient reste équilibrée, puisque chez les êtres vivants, la désintégration naturelle du carbone 14 est compensée par le carbone ingéré pour se nourrir. Lorsqu'un organisme meurt, il cesse d'assimiler du carbone 14 et la quantité de carbone contenue dans son corps diminuera avec le temps. La vitesse de désintégration du carbone 14 s'appelle la demi-vie. La demi-vie est le temps qu'il faut pour que la moitié de ce qui est radioactif se désintègre, peu importe la quantité initiale de carbone. Prenons une quantité initiale A de carbone 14. La demi-vie est alors le temps qu'il faudra pour que cette quantité A se désintègre et devienne une quantité B 50% plus petite. Or, chez tous les organismes vivants, la quantité A de carbone 14 est toujours la même. Il est alors possible, lorsque l'on retrouve un organisme fossilisé, de déterminer la date de sa mort en déterminant la quantité B de carbone 14 restant dans ses tissus biologiques. Plus le fossile sera ancien, moins il contiendra de carbone 14.
En connaissant la vitesse de désintégration du carbone 14, établie en laboratoire, et la quantité de carbone 14 désintégré, il devient possible de déterminer l'âge d'un fossile. Mais attention, contrairement à la croyance populaire, il n'est pas possible de dater des fossiles de dinosaures avec le carbone 14, car la vitesse de désintégration du carbone 14 est trop rapide. Les chercheurs n'utilisent pas la datation au carbone 14 pour les fossiles plus anciens que 30 000 ans, parce que la mesure ne serait pas assez fiable. Il est alors impensable d'appliquer la technique de datation au carbone 14 pour dater des dinosaures âgés de plus de 65 millions d'années. Pour dater ces fossiles plus anciens, les chercheurs utilisent d'autres techniques. Il est possible de baser la datation sur le temps de désintégration d'un autre élément radioactif. Par exemple, il est possible de dater certaines roches avec la datation par le potassium-argon. Le potassium 40 se désintègre lentement en argon, ce qui permet de dater des échantillons qui peuvent avoir quelques milliards d'années. Il faut cependant que les échantillons qu'on essaie de dater contiennent des minéraux comme des roches volcaniques ou métamorphiques. Or, sur les sites archéologiques, il n'est pas rare de trouver des cendres volcaniques autour des fossiles qui y sont retrouvés. Eh bien, c'est ça la datation? Ben, en tout cas, je vais vous laisser faire vos carrés aux dates. Merci! Pour nous faire découvrir le monde de la paléontologie et de l'évolution, nous avons été rencontrer le Dr. Hans Larson à l'Université McGill. Macroevolution is a term that was created in the 1950s to distinguish from microevolution. And so microevolution, by definition, is what's happening within species or within populations. And so as things like the muskox or the polar bear are undergoing genetic changes right now because of climate change, that's microevolution because it's every day we see it happening. Macroevolution happens on tens of thousands or millions of years of scale, and so it's something that we can't test, we can't do experiments or measure it. So we're entirely restricted to doing broad comparisons between living animals and plants and other things, and also fossils. My fieldwork ranges from Western Canada to South America right now. But just a few years ago, I was working in Africa and the Canadian High Arctic. The major focus I do in my lab and with my graduate students is we look at major transitions, and two in particular. One is the fish to tetrapod transition. So we have these fishes that are living in the water and somehow crawling up onto land and evolving into amphibians, and then amphibians evolving into mammals and reptiles and birds and all these things. And so that transition we look at to a great degree. And we also look at the dinosaur to bird transition. And the reason why we look at these two transitions is that they're surrounded by a wealth of fossils around the world, some of which I've collected, and the rest of which are in museums. And we look at the anatomy that's changing over time. We also look at modern animals, looking at their genetics to do comparative genomics to see, so if we have, let's say, fishes here and amphibians here, we can then trace back to find the common ancestor, at least statistically, and find and estimate what the common ancestor had for a genome or different genes, and the same for birds and reptiles. We also do comparative biomechanics. So just a few months ago, we had a great paper published looking at the biomechanics of fishes walking on land, and this gave us a great insight into what may have been the constraints or the problems
that fishes 400 million years ago had when they were walking onto land. And so we have a very good analog in our lab right now that walks on land. And we actually had one cohort trained for 1 year to walk on land, and we examined how they changed their behavior and how they changed their skeleton by being forced to live on land. And those changes in the skeleton mirrored, to some degree, the skeletal changes that happened 400 million years ago. So we're actually able to do, in some way, a bit of direct experiments on what was happening in really ancient transitions. Our direction right now is going into two major areas. One is looking at the paleoecology of late Cretaceous dinosaurs in Western Canada. And what we're trying to do is find out what were whole ecosystems doing just before the mass extinction that killed off all dinosaurs. So we have been working in Saskatchewan now for about 8 years and collecting one of the richest data sets of fossils right up until the mass extinction, and we're trying to piece together what was the entire ecosystem doing just before the mass extinction, which is really important because as that mass extinction was going on, climate was changing in terms of temperature and precipitation. Things are going extinct, which is not so different than how things are happening right now. So there may be some lessons to learn. Our work in Saskatchewan has showed that there is a actual rise in biodiversity just before the mass extinction. So it was very sudden, like within just a few thousand years or less, because geologically it's instantaneous. What we're now testing is what's the cause. There are two major causes that are supported. One is a supervolcano that was erupting in India. That was happening just before and after the mass extinction. The other is a meteorite impact that happened just off the coast of Yucatan in Mexico. So was it a meteorite that impacted, or was it the supervolcano? The supervolcano is expected to have sort of a long, gradual, or at least tens or thousands of years or tens of thousands of years effect in terms of slowly eroding the biosphere. The meteorite would be on the order of a day. And the kind of energy released on that impact, just the one impact in Mexico, has been estimated to be, if you take all of the nuclear weapons at the height of the Cold War, put them in one spot, times that by 1,000, and ignite them at the same time. Catastrophic. Like, we can't even imagine how much power or energy was released at that time. But And if something like that really did happen, how come some organisms survive? that's an excellent question, and we don't know. The only organisms that survived seem to be small things, and they seem to be relatively generalized animals. And so some mammals survived, some birds survived, so as dinosaurs. So it's the only lineage of dinosaurs to actually survive. Some crocodiles survived and other reptiles. Only some plants survived. Catastrophic extinctions were happening in the oceans. So anything big went extinct in the oceans. And so probably being small and relatively generalized is a good trait, or a combination of things to have if a mass extinction were to happen today. The other major direction is what we're calling the Chickenosaurus project. Yes. And this is where we are looking at bird development for two reasons. One, to really understand the fundamentals of developmental biology. How does the skeleton form in birds, and how does it form in non-birds like reptiles, and like lizards and crocodiles. And then with enough comparisons, we can make really good educated guesses as to what are the changes to the developmental program that makes a bird a bird. And then to test this, what we'd like to do is use bird embryos, and birds are dinosaurs. There are some great similarities between living birds and some dinosaurs. That being said, there was also a wholesale transition from non-bird dinosaurs to
or sort of non-bird dinosaurs to birds that completely invented wings and complex feathers and complex tails and toothless skulls and very, very different skeletons in detail. And so what we were trying to do is find out what are some of the developmental mechanics that were responsible for those changes. And then if we understand the mechanics well enough, then what we'd like to do is reverse those mechanics and actually bring or to replicate an ancestral developmental program in some parts of developing bird embryos. So we won't be able to create a T-Rex or Velociraptor. It's better not, I guess. Yeah, it's probably good not to. There's plenty of reasons why we shouldn't. But the genome of living birds is also millions of years evolved, so we can't actually create the same thing. However, our hope is to be able to take a bird embryo and facilitate it to grow a long tail, or to grow, instead of wings, to grow fingers that have claws. It's still the same species, and we're not doing anything transgenic, so it would never be able to breed and produce something else like that. So everything we're doing is, and we're trying to keep it within the same embryo and tracking this through embryonic development in real time. So it's a lot of work, but the result is that if we can do this, we're actually testing ideas of what are the developmental mechanics that were responsible 150 million years ago by looking at modern bird embryos. Because the better we understand bird embryology, or crocodile embryology, or mouse embryology, the more we understand about how embryology works. Embryology is such a complex system. Imagine you or I starting development from one cell, and that one cell dividing into billions of cells that Different types of different types and complex organization and patterning. And so most of those billions of cells I'm not looking at. I'm only looking at a fraction of those, and those that are involved with skeletal development, which is just a small part of the body. So we can't possibly hope to solve developmental biology. However, the more we look at these things, and the more we look at them in terms of a evolutionary question, and come at it with different tools and gene within the embryo, gene manipulation and experiments on developmental mechanisms, the more we understand about how developmental biology works. Some of these some results we're finding are that there are some very key genes in terms of patterning the hand, in terms of numbers of fingers that we have. And some of those patterns are not really one gene makes one finger or one gene makes 5 fingers. We're finding that some of these patterns are actually very mechanical. So one gene says make lots of cells, and the more cells you have, the more fingers you have. And we've been able to reverse that in birds. So, which is very exciting, because this is something that we didn't think of going down the track for, because we were thinking, okay, dinosaur bird, but we're actually discovering new mechanisms of development at the same time. So every step along the way will completely by chance reveal something useful about how we think about developmental biology. Thank you so much. Oh, fantastic. It was my pleasure. If anybody is interested, please contact me or the museum. We are arms open to the public. La recherche archéologique. Habituellement, quand les paléontologues découvrent un os de dinosaure, c'est la fête. Alors imaginez la réaction qu'ils ont dû avoir avec une de leurs découvertes récentes au nord-ouest de la Chine. Une quarantaine de spécimens, mâles et femelles, d'une nouvelle espèce de ptérosaure avec en plus 5 œufs bien conservés. Ce sont des œufs datant d'il y a environ 120 millions d'années. Là, vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que c'est un ptérosaure? Les ptérosaures seraient les premiers vertébrés volants qui sont apparus il y a 230 millions d'années. Ils pondent des œufs à coquilles souples, un peu comme un serpent, mais c'est une espèce à part parce que ce sont ni des reptiles, ni des oiseaux, ni même des dinosaures au sens du terme. Ils étaient très bons pour voler, mais aussi pour se promener sur la terre et sur l'eau. On connaissait déjà l'existence du ptérosaure, mais puisque leur ossature est fine pour leur permettre de voler, on a retrouvé très peu d'os en bon état jusqu'à maintenant.
En plus, les ptérosaures qu'on a retrouvés font partie d'une nouvelle espèce qui s'appelle Amipterus tianchanensis. Demandez-moi pas de le répéter. Ce qui est le plus intéressant avec cette découverte actuelle, c'est que les paléontologues sont pratiquement tombés sur un site de nidification. Ça nous en apprend beaucoup sur le comportement de cet animal-là, entre autres que cette espèce de ptérosaure vivait en groupe, en grandes colonies, et comme on a pratiquement retrouvé des familles complètes de maman, papa et bébé œufs ptérosaures, on sait que c'est une espèce où les mâles et les femelles avaient une physionomie différente, comme beaucoup d'oiseaux modernes. Et les œufs retrouvés étaient exceptionnellement bien préservés parce qu'habituellement, quand on retrouve des œufs de dinosaures, ils sont complètement écrasés. Mais ceux-là étaient bien ronds en 3 dimensions. L'équipe rapporte que les ptérosaures retrouvés avaient des dents pointues pour attraper les poissons et un crâne allongé avec une crête sur le dessus. L'envergure de leurs ailes pouvait aller jusqu'à 3,5 mètres. Il semble également que la tribu de ptérosaures qui a été retrouvée aurait été décimée pendant une tempête il y a 120 millions d'années. Les chercheurs étudient toujours le terrain et les spécimens retrouvés pour en apprendre un peu plus. Nos connaissances sur l'histoire de la vie sur notre planète évoluent au fur et à mesure des fouilles et de ce que les scientifiques peuvent découvrir. La paléontologie, l'archéologie, ce sont des domaines qui étudient le passé et pourtant, elles nous permettent d'apprendre plein de nouvelles choses. Je suis Myriam Kessibi, revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de Portail Science. On a encore tout un monde à explorer.